Messieurs et dames, bonsoir. Merci d'être encore une fois de notre émission spéciale qui sera entièrement dédiée à ce qui est convenu d'appeler crise entre la CEDEAO et le Mali. Bamako en courroux après le double sommet extraordinaire sur le pays tenu à Accra dimanche dernier. D'abord une rencontre des chefs d'État de l'UEMOA, puis une autre, celle des chefs d'État de la CEDEAO. La CEDEAO qui entérine les décisions prises par l'UEMOA quelques heures plus tôt. Il décide de geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, de fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions avec Bamako à l'exception des produits médicaux et de première nécessité. La CEDEAO a décidé par ailleurs le retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali, ainsi que d'autres sanctions concernant l'aide financière. Des sanctions prises malgré un nouveau calendrier d'une transition de 4 ans présenté plus tôt par les envoyés maliens. Les sanctions, faut-il le rappeler, adoptées sont comparables à celles prises après le putsch d'août 2020. Voilà le décor planté. Analyse sur ce plateau avec ce que je m'en vais vous présenter. Bourema Ouedraogo, il est directeur de publication du journal Le Reporter. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy. Autre visage, Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, doctorant en sciences politiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Geoffroy. Et on finit avec Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, président de l'EFASO autrement. Bonsoir et merci d'être avec nous. J'ai dit le décor il est planté. Hier, vendredi, on parlait donc de ces Maliens toujours en colère. Ils ont répondu massivement à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions à eux imposées. La mobilisation a été forte à Bamako et à l'intérieur du pays. Le point de notre correspondant à Bamako, Bourema Soulo, avant de revenir pour un échange. Des Maliens ont massivement répondu à l'appel des autorités de la transition. C'est à une véritable démonstration de force qu'on a assisté dans l'après-midi de ce vendredi au boulevard de l'Indépendance. Les principales cibles des manifestants, la France et la CEDEAO. Même demain, on va mourir pour ce Mali-là. On va mourir pour ce Mali-là. La France ne peut rien contre nous. La France ne peut rien contre nous. La CEDEAO ne peut rien contre nous. Si aujourd'hui les militaires sont au pouvoir au Mali, et si les Maliens sont d'accord que ces militaires sont au pouvoir, pourquoi la CEDEAO n'accepte pas? Est-ce que le Mali appartient à la CEDEAO? Qui est souverain? Ne sommes-ils pas un peuple souverain? Nous pensons que nous sommes un peuple souverain. On a le droit de choisir notre président. C'est le gouvernement du Mali au complet qui est venu galvaniser les manifestants qui rejettent les sanctions de la CEDEAO. Pour le Premier ministre, les objectifs de la CEDEAO sont clairs. Trois objectifs. Déstabiliser les institutions, déstabiliser l'armée malienne, déstabiliser le Mali. Choguel Kokala Maïga, qui était habillé en treillis militaire, affirme que le Mali est prêt à supporter les sanctions de la CEDEAO, mais prévient. Mais ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est qu'ils s'adonnent à ça. Le Mali est un verrou. Le Mali est une pique. Si le Mali saute, personne n'aura la paix dans la CEDEAO. Ces mobilisations se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire malien. Les manifestants scandaient des slogans à la gloire de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Ils ont aussi demandé 5 ans pour la transition pour sortir le Mali de la situation de crise. Des images donc de Bamako, on a vu une forte mobilisation et cela sous l'appel de la transition. Moi, je fais mon premier tour de table. Petite réaction après ce reportage qu'on vient de voir. On a des Maliens qui sont unis derrière une junte, ou bien des Maliens qui sont blessés dans leur orgueil pour des sanctions qui ont été prises à leur encontre. Comment est-ce que vous lisez cette mobilisation qu'on a vue? On va commencer, comme j'ai fait tout à l'heure, en termes d'ordre de présentation, par Bourema. Ok, merci. On n'est pas surpris effectivement de cette mobilisation qu'on a vue à Bamako. De toute façon, ça a commencé, cette même mobilisation qui a amené la junte au pouvoir. Parce qu'ici, on se rappelle qu'au dernier moment de Ibeka, il y avait cette forte mobilisation pour exiger plus de sécurité, plus effectivement de développement, moins de corruption.
Bref, que l'État malien soit gouverné conformément effectivement aux règles et principes de l'État de droit. Personne n'a soutenu le peuple malien en son temps jusqu'à ce qu'effectivement il y a eu le premier coup d'État, ensuite le deuxième coup d'État. Donc je crois que la mobilisation d'hier, on est toujours dans la même logique effectivement d'un peuple malien en quête d'un mieux-être, en quête de plus de sécurité, en quête de souveraineté aussi, parce que effectivement on a comme l'impression que le peuple malien en tout cas dans sa majorité commence à se sentir abandonné par la communauté ouest-africaine, surtout avec les sanctions ouest-africaines. Quand on se réfère effectivement qu'en 2012, il y a eu un coup d'État, la même CEDEAO était là, a tout fait pour qu'il y ait une transition, et qu'après cette transition, il y a eu un seul pouvoir qui a fait un premier mandat et qui n'a pas pu terminer le deuxième mandat. On retombe dans une transition, et que la même CEDEAO a cours avec les mêmes solutions qui n'ont pas prospéré. Je crois effectivement que les Maliens restent dans la logique de dire qu'il y a mieux à faire effectivement qu'à écouter la CEDEAO, qu'à écouter les organisations qui n'ont pas encore, en tout cas, qui semblent effectivement faire fi de leurs préoccupations majeures. Peut-être c'est pas forcément la junte au pouvoir qu'ils apprécient, qui portent dans leur cœur, mais peut-être aussi le défi ou la défiance de la communauté ouest-africaine, donc la CEDEAO, qui amène les Maliens effectivement à se mobiliser autour de cette junte-là. Et à ce niveau-là, je crois qu'ils ne sont pas seuls. Parce que quand on écoute les échos dans les différents pays, on se rend compte que beaucoup de peuples ouest-africains soutiennent le peuple malien. Parce que les peuples en tout cas, n'aiment pas l'oppression. Les peuples ont toujours un faible pour les opprimer. Et dans cette posture, la jeune est dans une sorte de posture où effectivement, en tout cas, elle porte l'oppression du peuple malien. Et c'est ça peut-être qui se traduit par cette mobilisation. Réaction toujours relativement à la mobilisation. On va dire que pour la mobilisation, c'était évident que le peuple malien sorte massivement ainsi pour manifester sa colère. Un certain nombre d'éléments peuvent l'expliquer. Vous êtes dans un pays très nationaliste avec un peuple très fier. Et dans ce contexte tel que les choses se sont déroulées, plutôt que de prendre les sanctions de la CEDEAO comme étant des mesures qui visent donc à redresser la démocratie, les peuples maliens estiment que ces sanctions sont des sanctions à la fois injustes et injustifiables, parce que depuis que la transition est en place, les autorités de la transition ont fait, on va dire, des choses qui répondent à ce que pense le Malien lambda, peut-être à tort ou à raison. Ces petites choses, c'est quoi? C'est que nous avons pour la première fois des jeunes officiers qui arrivent et qui s'opposent ouvertement à la France. Et vous n'êtes pas sans savoir que avec la crise sécuritaire, l'enlisement de la crise sécuritaire donc qui a commencé quand même depuis 2012 au Mali, et l'arrivée de la France dans un premier temps qui a été saluée donc en novembre, on va dire en janvier 2013, avec la visite de Hollande à Tombouctou, qui a été accueilli quand même en héros, parce que les gens avaient besoin de réponses concrètes donc aux défis sécuritaires. Sauf qu'entre-temps, on a assisté à un enlisement qui amenait donc les Maliens à s'interroger sur l'efficacité, voire même la pertinence de maintenir des forces étrangères au Mali. Et donc ça créait, on va dire, un sentiment nationaliste, mais à la fois aussi un sentiment anti-français. On a des autorités qui viennent dans un tel contexte, qui s'opposent ouvertement à la France et qui disent que désormais on va se retourner vers notre traditionnel donc partenaire stratégique qui est la Russie. Donc c'est des éléments qui ont renforcé le sentiment malien en aidant la junte au pouvoir, on va dire les autorités de la transition, à consolider leur capital de sympathie, parce que c'est ce que les gens attendent. Et l'autre élément d'analyse aussi, c'est qu'on est dans un pays où les gens pensent d'une manière ou d'une autre, à tort ou à raison, que la démocratie, elle ne sert à rien. Pourquoi? Vous savez qu'en mars 91, 26 mars 91, les Maliens ont mené la première révolution, qui s'est soldée donc par la chute d'un régime qui a régné pendant 23 ans, ou qu'on a qualifié de dictature. Et le mouvement démocratique qui a été mis en place
partir donc de 92, Tété a fait la transition, il est parti, Alpha Omar Konaré est venu. Et le mouvement démocratique a été mis en place depuis 92 et les Maliens, en faisant le bilan de leur marche démocratique, ont le sentiment que la démocratie n'a pas apporté grande chose. C'est-à-dire que la démocratie a ouvert donc grandement les portes là à la corruption, au pillage des ressources, au manque de perspectives de développement, en créant des petits fonctionnaires qui sont devenus des multimilliardaires alors qu'ils n'étaient que des petits fonctionnaires. Donc ça créait un sentiment même de rejet de la démocratie. C'est pas un sentiment que je partage forcément, mais je veux dire c'est ça le sentiment du Malien lambda. Il se dit mais à quoi nous sert notre démocratie si elle favorise une certaine couche et renforce les inégalités et n'arrive pas à nous aider à construire une armée à même de défendre notre territoire. Donc aujourd'hui la démocratie même ne trouve pas d'écho favorable auprès des Maliens et on a des jeunes officiers qui viennent qui disent bon aujourd'hui maintenant nous allons vous amener une autre manière de faire. Donc ça a consolidé, on va dire, ça crée une sorte de légitimité des autorités de la transition vis-à-vis du peuple malien et ces sanctions prises contre le Mali sont vues par le peuple malien comme une injustice imposée au Mali. On en parle là dans notre sujet, ça a été vu comme étant une injustice posée par de la communauté internationale, de la CEDEAO et donc c'est ce qui a ligué d'une manière générale le peuple malien derrière ces autorités qui désormais à tort ou à raison, le peuple pense que ce sont des autorités qui sont là pour la volonté du peuple. On termine le tour de table sur la réaction relativement à ces mobilisations avec Ablassé Ouedraogo. Moi je pense qu'il faut compléter le décor. D'accord. Malheureusement, nous les Africains, nous les Noirs, et je vais essayer d'expliquer le pourquoi de la mobilisation et l'engouement qu'il y a dans la solidarité derrière le Mali. 3 choses nous caractérisent. Après 61 ans d'indépendance, nous n'avons pas encore soldé les comptes de la colonisation. Chaque fois qu'un problème se pose, nous courons toujours dire ce sont les colons, ce sont les colons. La deuxième chose qui est extraordinaire, nous agissons toujours dans l'émotion. On ne prend pas le temps de mûrir la réflexion, on réagit suivant l'émotion qu'on ressent. C'est dangereux. Et la troisième chose, je pense, tout le monde vit ça, c'est la crise du complot. Pour nous les Africains, pour nous les Noirs, nous sommes responsables de rien. Tout vient des autres. Et c'est ce qu'il disait par rapport au ressentiment sur la France. Il faut dire que par rapport à la situation actuelle, dans le contentieux Mali-CEDEAO, nous vivons dans un cadre, dans une zone économique. On parle d'intégration. C'est un espace économique qu'on veut créer parce que nous sommes dans la mondialisation. Cet espace économique est régi par des textes, des règlements. Ça commence avec le traité qui a créé la CEDEAO en 1975 et qui a été révisé plusieurs fois. Mais nous, au lieu d'aller regarder ce que contient tous les textes qui régissent le fonctionnement de la CEDEAO, on saute sur les sanctions qui sont décidées et puis on commence à tout jeter. Non, vous savez, à partir du moment où vous décidez d'appartenir à un espace économique, c'est parce que vous voulez avancer ensemble. Dans l'espace économique, il y a des règles. Et dans les règles, là, il y a des sanctions qui sont prévues pour le cas de manquement de ces règles. Sur la question, cette question des sanctions et leur légalité, ça, on va en parler tout à l'heure. Je vais fixer le débat pour que les gens comprennent. Et malheureusement, les gens sautent de pieds joints dans le débat sans même chercher à comprendre le contenu du fonctionnement de la CEDEAO. Et c'est dommage. La CEDEAO n'a pas été créée aujourd'hui. Et la CEDEAO a rendu des services au Mali. C'est pour cela que nous disons, ce bras de fer est inutile. Je suis content que la Mauritanie, et comme on est en période de Coupe d'Afrique des Nations de football, de dire que la Mauritanie a tué le match. La Mauritanie a tué le débat en disant aux Maliens, soyons raisonnables. Revenons avec des propositions pour améliorer donc les conditions de réalisation d'une transition qui vous permet de retourner à la voie de la démocratie. La démocratie est un choix que tous les 15 pays de la CEDEAO ont fait. Et
Cette position de la Mauritanie est complétée par ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit hier. Nous attendons que les Maliens présentent un autre tableau acceptable par rapport à la conduite de la transition pour amener le Mali sur le droit chemin de la démocratie, pour permettre à la CEDEAO d'être forte et d'avancer dans l'intérêt supérieur de tous les peuples des 15 pays membres de la CEDEAO. On va rester avec vous, Abbas Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, on va dire, vous étiez de l'intérieur pour ce qui est de ce genre d'exercice, où on aboutit à des sanctions, comme on a vu, par exemple, avec le Mali. Parlons de la double rencontre d'Accra. Avec les décisions qui sont sorties très tôt, on a entendu le Mali dire c'est illégal. On a entendu aussi beaucoup d'arguments venir dire c'est illégal. Vous savez, quand on organise un sommet, le sommet est préparé d'abord. Okay. Et je dis ici, pour le cas du sommet d'Accra, les sanctions ont été prises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution. Au Mali, on a vécu 2 coups d'État, coup sur coup. Les premiers moments du coup d'État, quand on a renversé Ibeka, après on a renversé Bando, on n'a pas dit, la CEDEAO n'est pas sortie imposer des décisions. Les décisions sont venues à partir du moment où les Maliens eux-mêmes avaient dit nous allons faire les élections le 27 février 2022. Personne n'a rien dit. C'était correct. Maintenant ils disent qu'ils veulent 5 ans. 5 ans, soyons raisonnables. C'est un choix que nous avons fait d'aller à la démocratie. 5 ans. Aux États-Unis, le mandat présidentiel, c'est 4 ans. Dans nos pays, on a adopté 5 ans. Ça dépasse même un mandat présidentiel. Et je dis, si vous acceptez de négocier le traité de la CEDEAO, de le signer, de le faire ratifier par vos parlements respectifs, vous êtes engagés. Et si vous prenez, et j'ai amené le document, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, le protocole additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, toutes les sanctions qui ont été prises par les chefs d'État à Accra sont consignées. Le Mali les connaît. Moi, je dis ce qu'il aurait fallu faire. Comme le Mali n'était pas dans la réunion à Accra, il aurait fallu une meilleure communication et de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il aurait même fallu que une délégation définie à Accra se rende immédiatement à Bamako pour garder le contact avec les Maliens et leur expliquer. On n'avait pas besoin, entre frères, d'aller à ce bras de fer. Personne n'est gagnant. Pas les 14 pays de la CEDEAO, pas le Mali. Je dis encore une fois, il faut que nous soyons responsables. Ne donnons pas toujours l'impression que ce sont les gens de dehors qui viennent nous dicter. Je prends le cas du Burkina. Quand je dis que nous rejetons la responsabilité, nous avons une Assemblée nationale. Le budget du Burkina Faso est voté à l'Assemblée nationale. La dépense du budget est faite par les institutions du Burkina Faso. Chaque fois que quelque chose se va valider, est-ce que ce sont les Français qui sont venus adopter le budget pour nous? Est-ce que ce sont les Français qui font la dépense pour nous? Il y a 60 ans, il faut que nous apprenions à mûrir, il faut que nous apprenions à devenir indépendants. On ne peut pas être toujours à dire que ce sont les autres qui font notre malheur. Non, ce n'est pas responsable. Et on ne prépare pas la jeunesse pour un avenir d'indépendance. On a eu votre lecture sur la question des textes additifs. On est d'accord que sur la légalité, il n'y a plus de débat. Si, il y a débat. Il y a débat sur la légalité des sanctions qui ont été imposées au Mali. Mais avant, on est, comme il l'a dit, bien évidemment, dans un cadre d'intégration régionale. Et pour ce sujet particulier, le Mali n'a de leçons à recevoir de personne. Et je vais vous dire pourquoi. Savez-vous que le Mali, c'est l'un des rares pays au monde où la Constitution, 25 février 92, dit que le Mali est prêt à céder une partie ou tout son territoire, toute sa souveraineté au nom de l'unité africaine. Lorsque vous prenez l'hymne national du Mali, c'est à la gloire du Mali et de l'Afrique. Donc sur ce plan, il n'y a pas de débat.
les Maliens, je pense qu'ils sont même en avance en termes de nationalisme, de panafricanisme. Mais et la question, il faut la recentrer pour que nous-mêmes nous ne sombrions pas dans l'émotion. La CEDEAO est-elle une bonne chose? Oui, la CEDEAO est une très bonne organisation. C'est l'une des organisations régionales, on va dire, les plus achevées en termes de processus d'intégration. Et vous savez que, à la différence d'autres organisations régionales, sous-régionales, la CEDEAO quand même a mis au cœur du débat de son action des vertus comme la défense de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est une très bonne chose, elle a fonctionné jusque-là. Et pourquoi aujourd'hui la CEDEAO vient à prendre des sanctions qui se révèlent impopulaires à la fois au Mali, en Afrique et dans le monde? Parce que dans le cheminement, la CEDEAO est devenue une organisation dont la légitimité est désormais contestée. Pourquoi? Parce que à l'analyse des actions de la CEDEAO, on se rend compte qu'elle n'est là que pour condamner des coups d'État. Que lorsqu'il y a atteinte au principe de bonne gouvernance, au principe de la démocratie, avec des chefs d'État en place, il n'y a pas de problème, la CEDEAO ne condamne pas. Quelle est la différence entre un chef d'État qui appelle à modifier ad vitam aeternam la loi fondamentale de son pays qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et une modification qui occasionne 80 morts, voire une centaine de morts, et des militaires qui viennent prendre le pouvoir sans effusion de sang? Il n'y a pas de différence. Mais je ne suis pas en train de soutenir un coup d'État. Mais je vais dire, à la fois, la CEDEAO doit condamner les coups d'État, elle doit aussi condamner des chefs d'État qui se lèvent pour modifier des constitutions et tuer leur peuple et porter atteinte au principe de la bonne gouvernance. Voilà ce qui a conduit aujourd'hui, j'en viens, laissez-moi terminer s'il vous plaît, j'en viens. Donc voilà aujourd'hui un fonctionnement qui a créé une sorte d'illégitimité de la CEDEAO. Le deuxième élément qui porte donc sur les sanctions qui ont été imposées au Mali, à mon avis, ces sanctions ne reposent pas sur le droit. C'est des sanctions qui reposent sur la jurisprudence. Et cette jurisprudence date de 2011 où l'UEMOA et la CEDEAO ont imposé donc des sanctions à Laurent Gbagbo, à qui on accusait d'avoir donc volé la victoire d'Alassane Ouattara. Donc avec la CEDEAO et la France, on a imposé des sanctions à la Côte d'Ivoire. Et deuxième élément de jurisprudence, en août 2020, lorsque le président Ibeka a été renversé, la CEDEAO donc vient imposer d'autres sanctions au Mali. Ce n'est pas de droit, c'est de la jurisprudence. Et je vous explique. Dans le protocole fondateur de la CEDEAO, c'est-à-dire le protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance, il y a 3 types de sanctions. La première, et je signale que la plus importante sanction, selon le protocole, c'est la suspension du pays. Avant ça, on a d'autres mesures, c'est-à-dire le refus de soutenir une candidature à un poste électif du pays qui venait donc apporter atteinte au principe. Et ensuite, on a donc le refus d'organiser une réunion dans le pays en question. Au-delà de ça, pour terminer, il n'y a pas un autre type de sanction dans le protocole fondateur de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Parce que là, le débat, il est sur le caractère légal. Vous avez donné vos avis. Je vais revenir tout à l'heure à vous, Abdoulaye. Parce que je vais revenir à vous tout à l'heure parce que vous avez évoqué les actes additifs. Il fait la courte échelle. Il a dit que la Côte d'Ivoire a amené un 3e mandat, ça a provoqué, comme si c'était un coup d'État. Mais c'est grave ce que vous dites. Non. Votre expression est grave. Laquelle? C'est vous qui avez dit? Non, vous ne pouvez pas me dire que je fais la courte échelle. Je suis désolé. Non, que je termine. Laissez-moi raisonner. Vous retirez. Ok. Si c'est pas la courte échelle, non, vous retirez. Vous retirez. Vous ne pouvez pas me dire que je fais la courte échelle. Mais laissez-moi terminer. Non, je n'ai pas de leçon d'analyse à recevoir. Je vous retire. Vous retirez. Je retire courte échelle, mais je vais expliquer. Bon, d'accord. Dans les textes de la CEDEAO, malheureusement, il faut que les gens reconnaissent, il n'y a pas un article qui prévoit une limitation des mandats. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire, et il l'a si bien dit, il y a la souveraineté qui est collective au sein de la CEDEAO. Cette souveraineté collective que tout le monde a acceptée est au-delà des souverainetés individuelles. Les textes de la CEDEAO actuellement comportent des faiblesses. Il faut bien sûr les améliorer. Dire que dans un pays, on a fait
adopter un troisième mandat, c'est la même chose qu'un coup d'État. Ce n'est pas dans les textes de la CEDEAO. C'est pour cela que je parle d'échelle. Donc, je peux réagir. Je suis obligé de réagir. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Certainement, si j'avais compris, je n'allais pas dire le contraire. D'accord. Le protocole fondateur de la CEDEAO n'est pas un protocole exclusivement consacré au principe de la démocratie. Le protocole est intitulé Protocole pour la démocratie et la du protocole révisé. Est-ce que celui que j'ai oui, c'est de ce protocole qu'il s'agit. Ce protocole-là, il s'agit d'un protocole qui vise donc à favoriser, on va dire, à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Maintenant, pour revenir sur la question de la modification de la Constitution dont vous parlez, effectivement, la limitation des mandats n'est pas prévue. Ok, mais sauf que ici, quand on regarde le principe de la bonne gouvernance, il se trouve que la modification par un pays membre de la CEDEAO des mandats présidentiels de la Constitution pour permettre à un individu d'avoir d'autres mandats en violation de la loi fondamentale constitue une atteinte à la bonne gouvernance où la CEDEAO ne réagit pas. Et malheureusement, cette modification se fait dans un contexte de crise politique sans consensus et qui aboutit à des morts, 80 morts et 100 morts. Donc il y a atteinte au principe de la bonne gouvernance. Je vais permettre à présent à Boulema de réagir, parce que quand on écoute, on a l'impression que avec Ablasse Ouedraogo, on va nous rappeler des textes, notamment les actes additifs. Quand j'écoute Barry, c'est que les décisions qui ont été prises, nullement dans ce qui est énuméré, qui sont les possibilités de sanctions, on ne retrouve cela. Et puis quand on s'explique, on quitte le légal pour entrer dans le légitime, les deux s'embrassent. Je crois qu'il y a là-dessus, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on ait une lecture un peu distancée par rapport au texte que nous avons. Parce que la question de fond qu'il y a par rapport à la situation au Mali, c'est quoi? C'est que la CEDEAO, en fait, comme l'a dit mon voisin Blaise Ouedraogo, en fait, la CEDEAO est partie d'un ensemble de faits. En fait, elle allait chercher tout ce qui pouvait lui permettre de faire plier les autorités de transition maliennes par rapport à un certain nombre d'attentes qu'elle avait. Malheureusement, on est dans un contexte, dans cette situation, c'est des sortes d'enchères. Je suis sûr effectivement que la junte malienne emporte, en mettant sur la place 5 ans de transition, savait pertinemment que ça ne peut pas prospérer. Qu'aucune institution, ni régionale, ni internationale, n'allait effectivement accepter et entériner une transition de 5 ans. Ça, elle le savait. Mais elle savait aussi que pour négocier, il faut monter les enchères pour pouvoir négocier. Sauf que on se retrouve dans une situation où la CEDEAO, effectivement, après ce qu'elle a fait, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2011, après ce qui est arrivé au Mali en 2012 aussi, parce que souvenez-vous du premier coup d'État de Aya Sanogo, il y avait quand même un ensemble de faits, un ensemble de batteries et de menaces qui avaient contraint Aya Sanogo à renoncer et pour qu'on mette en place une transition civile. Donc il y avait un certain nombre de successions de faits, et on s'est dit qu'il fallait forcément passer par des mesures fortes pour amener effectivement la junte à plier ou en tout cas à céder par rapport au processus. Parce que en temps de fond, c'est là où on se pose véritablement la question, si la légalité ou si la légitimité des sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des civils dans une transition où qu'on retourne à l'ordre constitutionnel fera forcément le bonheur du peuple malien? La CEDEAO se pose peut-être pas cette question. La junte, les Maliens aussi s'accrochent à une jeune, mais au fond, si effectivement les militaires étaient la solution, on n'a pas besoin de chasser, de faire la révolution du 26 mars 92. Si les militaires étaient la solution, on n'a pas besoin de faire de chasser Aya Sanogo en 2012. Donc, on n'a pas besoin de faire un autre coup d'État en Badawi. La question de fond, est-ce que tout le monde n'est pas en train de lâcher véritablement la propre norme, aussi bien la junte que la CEDEAO? Est-ce que la démocratie telle que on veut, la camisole de force
qu'on veut mettre au peuple malien, est-ce que ça qui est aujourd'hui la solution? Ou bien est-ce qu'il faut trouver un canal pour réfléchir à tête reposée pour permettre au peuple malien de répartir de nouvelles bases en instaurant un état de droit véritable, mais qui soit conforme aux réalités, aux aspirations du peuple malien? C'est là toute la réflexion. Mais c'est comme l'impression que, comme l'a dit Ablaye Ouédraogo et Abdoulaye Bari, tout le monde est dans l'émotion. Et dans l'émotion, il n'y a pas de réflexion froide autour de ce qui devrait être l'essentiel. Et malheureusement, je crois que même on a embarqué même le peuple malien dans cette émotion, dans cette euphorie, qui risque effectivement de faire rater et tout le processus, que même si on donne 5 ans à la junte, on risque de retomber dans les mêmes travers, parce qu'apparemment, les vrais problèmes sont en train d'être éludés pour mener des combats, des chiffonniers sur des questions qui n'est pas véritablement le fond du problème du peuple malien. Ces problèmes, c'est vrai, quels sont ceux-là qui les surgissent? Aujourd'hui, le problème du peuple malien, le problème du peuple malien comme de tous les peuples africains. Moi, je vous l'ai dit, on doit questionner notre démocratie. Voilà. Nous avons organisé les élections les plus... Tout le monde a créé les élections les plus démocratiques possibles en 2015. Ça nous a apporté quoi en 6 ans? Le recul. On est où? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps effectivement qu'on questionne notre démocratie, qu'on questionne même les textes fondateurs de nos organisations sous-régionales pour leur donner plus de force, pour leur donner plus de crédibilité, pour amener nos États à renoncer à une partie ou tout de leur souveraineté au profit effectivement d'une souveraineté régionale, une souveraineté panafricaine. Parce qu'en fait, c'est quoi? Comme on l'a dit, tant qu'on restera à défendre des souverainetés émiettées, on n'ira nulle part. On n'avancera nulle part. On ne serait que des petits États avec des petits chefs d'État qui sont des petits potentats qui vont nous tourner et on n'ira nulle part. C'est un éternel recommencement 60 ans après. Vous parlez de potentat, je pense que le mot est lâché. Tout à l'heure, dans sa première intervention, Ablaye Ouédraogo disait on a cette façon, pas de se victimiser, mais de dire que c'est l'autre qui est le problème. Il y a toujours un complot contre nous. Quand on a suivi l'élément qui est passé tout à l'heure concernant Bamako, le nom de la France est très vite sorti et les choix du Mali pour ce qui est de sa sécurisation et qui disent c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. C'est un lien pour vous qui est vrai, qui peut se faire, ou bien il y a un genre d'instrumentalisation d'une situation pour, on va dire, augmenter le capital sympathie d'une junte aussi qui n'apporte pas aussi forcément les solutions aujourd'hui. Comment est-ce que vous lisez la situation? Non, moi je pense qu'il y a une brèche dans laquelle il ne faut pas s'engouffrer. Au fait, c'est la brèche du mélange de tout. C'est-à-dire du mélange de ce qui doit être et de ce qui est. On est d'accord sur ce qui doit être. C'est-à-dire qu'on est d'accord que le Mali a souscrit la démocratie. On est d'accord que dans une démocratie, il n'est pas admissible qu'on permette aussi à qu'un individu, fût-il donc le meilleur officier au monde, prenne le pouvoir par les armes. On est d'accord que la CEDEAO est une organisation régionale à laquelle, bon, tous ces États ont adhéré librement, on va dire. On est d'accord que sur les principes de la CEDEAO, ce sont de très bons principes. Ok? Mais je vais dire, ça c'est ce qui doit être en termes de vertu, en termes de principe. Et on est d'accord qu'il y a peu de gens qui voudraient bien soutenir les autorités de la transition malienne lorsqu'elles demandent donc une transition de 5 ans. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat ici, c'est ce qui est. Ce qui est, il y a que la CEDEAO, dans son fonctionnement, n'a pas réussi à construire une certaine légitimité dans la région en faisant de la CEDEAO une organisation véritablement au service des peuples. Ça, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions prises contre le Mali se sont révélées des sanctions impopulaires. Ce qui est aussi, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui, tel que dans ce contexte géopolitique, de dire que les autres n'ont rien à voir dans la crise malienne. C'est très difficile de... Vous dites les autres, c'est qui? Les autres, ce sont des puissances parce qu'aujourd'hui, ça c'est un élément d'analyse. L'analyse, c'est quoi? On sait que le Mali est en crise depuis 2012, une crise sécuritaire. On sait que des forces étrangères ont intervenu à la demande souvent du Mali, notamment la France et d'autres partenaires pour aider le Mali à sortir de cette crise. Sauf qu'à l'analyse de 2012 à aujourd'hui, il n'y a pratiquement, de 2013 à aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'espoir de sortie de crise au Mali. Ça, ce sont des éléments d'analyse. L'élément d'analyse qui intervient aussi dans la balance, c'est que le Mali,
je ne défends pas, et désormais veut s'engager avec une société privée russe qu'on appelle Wagner. Or, Wagner n'est pas du goût des puissances partenaires du Mali. L'autre réalité, c'est qu'on a un peuple malien qui, qu'on le dise ou pas, ne veut plus de un partenariat avec la France, mais préfère maintenant un partenariat avec d'autres pays. Ceci dit, tout cela peut être discutable. Mais à mon avis, nous, en tant que canalistes, on ne doit pas confondre ce qui doit être et ce qui est. Donc, il faut chercher à concilier pour trouver un juste milieu pour que les sanctions prises par la CEDEAO n'étouffent pas, n'asphyxient pas le peuple malien, mais contribuent à amener les autorités de la transition et la CEDEAO à trouver un juste milieu pour sauver la démocratie des vertus et non la démocratie de façade. D'accord, allez-y. Moi, je voudrais ramener le débat sur le terrain pragmatique. Et je veux rebondir à partir de ce que Boulema a dit. Considérons que la situation actuelle que nous vivons au sein de la CEDEAO, dans ce qu'on appelle comme bras de fer entre le Mali et les autres pays membres de la CEDEAO, je considère cette situation comme une chance pour notre région. C'est une chance pour la CEDEAO parce que ça va permettre aux responsables de la CEDEAO de relire les textes, de les améliorer et de trouver une situation qui permette le renforcement de la démocratie dans notre pays. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mais avant qu'on en arrive à là, il faut que les uns et les autres acceptent froidement de mettre balle à terre, de se parler et de ramener une proposition acceptable qui puisse permettre non seulement au Mali d'avancer, mais à l'ensemble de la CEDEAO d'avancer, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre seul. L'autre point sur lequel je veux revenir, et il a sorti le mot, la CEDEAO des peuples. Non, je pense qu'il faut reconnaître que quand vous avez élu un chef d'État, le chef d'État là représente le peuple. Et ce qui a été décidé à Accra, c'est l'ensemble des peuples de par la voix des chefs d'État. Vous pensez qu'on peut amener les peuples de tous les pays s'asseoir ensemble? Non, on est dans une organisation, et je dis encore une fois, en relisant les textes de la CEDEAO, on peut trouver des mécanismes qui puissent intégrer, impliquer davantage les populations. Et cet objectif de dire communauté CEDEAO des peuples, on peut bien y arriver, pourvu que tout le monde ait la bonne volonté de réfléchir froidement sur comment faire évoluer les textes de la CEDEAO en fonction des contextes. Parce qu'en 1975, quand on créait la CEDEAO, on ne vivait pas le contexte actuel. Les choses ont évolué. Adaptons-nous, évoluons et faisons en sorte que cet espace communautaire qui est en tout cas en Afrique parmi ceux qui sont en avance, qu'on continue à garder donc ce rythme-là dans la recherche de la satisfaction du mieux vivre pour les populations. Vous dites que ce que décident les chefs d'État, c'est un peu l'émanation de ce que pensent les populations. Et pourtant, les populations, quand on voit les sentiments aujourd'hui qui sont ceux qui s'expriment, on a l'impression qu'ils trouvent qu'il y a une grosse dichotomie entre ce qu'ils veulent et ce qui est en train d'être décidé. Et ils pensent, et ça revient très souvent, que ces sanctions sont de l'ordre de la protection des intérêts des chefs d'État eux-mêmes. Vous vouliez réagir? Oui, mais c'est justement, en fait, le débat sur la légitimité justement des décisions de la CEDEAO, ça renvoie à la légitimité des chefs d'État pris individuellement dans leur propre pays. Parce que quand vous avez, par exemple, prenons le cas du Burkina Faso, on peut effectivement dire qu'on a un président légalement élu. Mais si on va dans un débat philosophique, en tout cas, la légitimité pose problème parce qu'effectivement, sur un potentiel électoral estimé à près de 9 millions, il a été élu avec 1 600 000 voix. Donc, en termes de légitimité, vous ne pouvez pas contester qu'il y a un problème de légitimité de ce pouvoir-là. C'est pareil dans presque tous les pays. Donc quand des chefs d'État, effectivement, ont légitimité douteuse dans leur propre pays, se retrouvent et décident, vous comprendrez effectivement que la fusion des contestations nationales, ou en tout cas du rejet de la légitimité au niveau national, quand ça se met, on a comme l'impression que les peuples rejettent effectivement ce qui se passe au niveau du sommet des chefs d'État, mais c'est tout à fait la traduction de ce qui se passe au niveau des pays. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on re-questionne nos états de droit. Est-ce que l'état de droit aujourd'hui, on peut dire, dès que tu es élu,
comme on appelle, on fait l'élection, même si tu es élu par 10 voix, si 101 millions, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui es légitime. C'est ça toute la réflexion. En fait, et l'autre question qu'on se pose, quand je dis questionner la démocratie, c'est peut-être quand on voit toutes ces mobilisations populaires autour, quand il s'agit de contester. Et quand il s'agit de voter, on n'a pas cette mobilisation. Ça pose un problème aussi. Mais donc les peuples aussi doivent assumer une part de leur responsabilité dans ce qui nous arrive. Voilà. Parce qu'il ne faut pas refuser de participer aux processus électoraux pour venir dire après que le chef de l'État n'est pas illégitime. Il n'est pas légitime. Voilà. Hein? C'est ça toute la réflexion. Quand on veut avoir effectivement droit de cité, il faut qu'on assume pleinement sa responsabilité de citoyen. Quand on refuse de voter, alors il faut accepter de subir la loi de ceux qui vont voter et ceux qui choisissent. C'est ça la toute réalité. D'accord. Mais quand on regarde aujourd'hui, le Mali se retrouve dans une situation qui est vraiment difficile. On se demande comment les choses vont être gérées. On parle du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole, qui disait qu'il y aurait une mission. En tout cas, c'est selon certains bruits de couloir que l'on a, avec 5 autres. Un vol spécial devrait aller, je pense, en Mauritanie, après en Algérie. D'abord, on tente de contourner l'embargo qu'on a pour avoir des exports et imports via import d'accès. Ça, c'est le minimum. Est-ce que c'est des choses... Vous pensez que le Mali, c'est fini, c'est échec mat avec les décisions qui ont été prises, ils sont pris au coup? Ou bien il y a encore, même avec de la diplomatie, un bol d'air possible pour cette junte-là? Et puis que peuvent, et ça c'est important aussi, Alger et Nouakchott, puisqu'on a l'impression qu'il y a une oreille quand même attentive de ce côté-là. On va commencer par Abdoulaye Ba. Bon, je ferai avant Nouakchott, je vais dire, si l'on inscrit les débats dans une perspective historique, évidemment, on peut trouver les meilleurs leviers pour corriger à la fois la gouvernance et la démocratie. Parce qu'il y a coup d'État en Afrique aujourd'hui, parce que les gouvernances d'une manière générale ne sont pas des gouvernances de vertu. Et il ne s'agira pas de condamner les coups d'État ni d'adopter des sanctions pour mettre un terme au coup d'État. Le vrai remède, en tout cas définitif pour moi, pour qu'un individu ne puisse pas prendre les armes et venir mettre un terme donc à tout un processus, c'est d'apporter une réponse adéquate à la gouvernance. Est-ce que les pays africains, surtout en Afrique francophone, sont des pays bien gouvernés? La question, chacun peut y apporter sa réponse. Donc dans une perspective historique, il va falloir donc consolider davantage la gouvernance pour éviter que des coups d'État viennent projeter des pays dans un avenir incertain. Et pour revenir à la question, je ne sais pas si la question vise à savoir si le Mali peut faire face donc à cette asphyxie qui est programmée. Non, il sera difficile, il est très difficile donc pour un pays comme le Mali qui est en crise sécuritaire, qui est en crise de Covid, qui n'a pas accès à la mer. Évidemment, la Mauritanie est un voisin proche, il y a la mer, même si la Guinée a décidé de ne pas fermer des frontières. Il reste bien évidemment que ce sont des sanctions très sévères qui n'auront peut-être pas d'impact direct sur les autorités de la transition, mais qui à terme vont asphyxier le peuple parce que les sanctions financières, les sanctions économiques touchent directement donc au peuple malien. Donc à mon avis, la solution réside dans la raison. La raison à la fois pour la CEDEAO, mais aussi pour les autorités de la transition malienne, pour que ces deux entités-là trouvent un terrain d'entente afin que le peuple qui n'a rien demandé à personne paye cher donc ces sanctions de la CEDEAO. D'accord. Sur la même question. Je pense que nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes des hommes raisonnables. Il n'y a pas de raison que le peuple malien soit puni à cause de sa direction politique. C'est pour cela que nous disons froidement ici que nous faisons confiance au gouvernement malien sur le fait qu'ils trouveront la passerelle, j'utilise ce mot-là encore, avec les autres chefs d'État de la CEDEAO pour travailler à ce que le peuple malien ne souffre pas trop de cette situation. Et je reviens sur ce que Boulema a dit. Nous sommes tous collectivement responsables de ce qui nous arrive dans nos pays. Et on dit généralement que chaque peuple mérite son gouvernant. Au moment des élections, tout le monde s'en fout
ceux qui peuvent apporter les solutions, personne ne va voter pour eux. Ce sont ceux qui ont de l'argent, qui donnent 2000 francs, 5000 francs, c'est à eux qu'on va porter donc les suffrages. Résultat des courses, vous mettez des gens qui ne sont pas en mesure d'apporter la satisfaction quant aux aspirations des populations. Où on va? Comme je dis, l'histoire, ça prend du temps. Mais on a besoin d'histoire et d'expérience pour améliorer les choses. Quand on regarde l'histoire de ce monde-là, mais pour arriver au jour où nous sommes, avec tout ce que nous avons ici, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont fait avancer les choses. Quelquefois, les obstacles étaient imparables. On a trouvé, par la réflexion, on a trouvé les moyens de les contourner. Moi, je ne désespère pas que la situation du Mali, là, soit quelque chose de très bon pour la CEDEAO, parce que les chefs d'État, là, qui sont des hommes responsables, qui quand même se préoccupent de la vie de leur population, ne laisseront pas durer la situation de façon à ce qu'on soit dans une situation où il y a l'asphyxie du peuple malien. Non, je ne pense pas que ça va aller jusque-là. Moi, je dis, ce qui est arrivé est bien arrivé. Ça va nous permettre de resserrer les rangs, d'être encore beaucoup plus frères, et que la solidarité au sein de la CEDEAO là, puisse encore connaître un pas de plus vers le positif. Ce qui est intéressant, on vous a invité parce que vous avez le profil d'ancien ministre des Affaires étrangères, mais vous avez été ministre des Affaires étrangères. Et j'ai été conseiller de la CEDEAO pour les négociations APE. Donc je connais tous les textes là, c'est quand nous on était ministres qu'on les a écrits. Vous avez une double casquette, sinon un double chapeau, oui. Parce que vous êtes politique aussi. Tout à l'heure, vous disiez, il y a un problème, je pense que l'a dit aussi, oui. C'est que on dit tous, oui, il faut que ça change, mais lorsqu'il s'agit de choisir des hommes de qualité, on est absent. Mais est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des hommes politiques que vous êtes à être incapable d'intéresser la majeure partie des hommes politiques et les peuples à la façon dont vous faites même la politique et à la façon dont c'est fait sous nos cieux? Non, il y a moi je crois qu'il y a le principal problème aujourd'hui, c'est que c'est la qualité de la citoyenneté et de la démocratie aussi qui pose un problème. On a une double crise à la fois de la gouvernance mais aussi de la citoyenneté. Quelle est la qualité d'un citoyen qui va vendre sa voix sans se préoccuper effectivement de est-ce que le gouvernant à qui je vends ma voix, est-ce qu'il sera capable effectivement de m'assurer l'eau potable, la santé, l'éducation pour mes enfants? Ces citoyens-là, quelle est sa responsabilité si demain il crie que le pays est mal gouverné? C'est de l'irresponsabilité. La deuxième chose, c'est que on se retrouve dans une position où, en fait, on attend que les situations arrivent avant de se rendre compte que nous aurions dû éviter cela. Ce qui arrive au Mali aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ni Alger, ni Nouakchott ne peut être la solution pour contourner les sanctions. La seule solution qui vaille, c'est que le Mali et la CEDEAO trouvent un terrain d'entente pour qu'on remette le Mali sur les droits chemins, pour que le peuple malien puisse effectivement s'exprimer dans la plénitude de sa responsabilité par rapport au type de gouvernant dont il a besoin effectivement pour conduire son destin. Autrement, effectivement, on arrive à un bras de fer qui, si ça continue, dans les mois à venir, je ne suis pas sûr que l'enthousiasme qu'on voit aujourd'hui au niveau du peuple malien sera toujours de mise, parce qu'on va ressentir durement les conséquences des sanctions de la CEDEAO. Ça, c'est le dernier élément, c'est que quand on arrive dans cette situation, c'est bon, on réagit dans l'euphorie, dans l'émotion, on condamne, on critique, mais à la fin, il faut qu'on arrive à créer les conditions pour que plus jamais aucun autre pays de la CEDEAO ne retombe dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Quelle est la réflexion aujourd'hui que nous menons pour ça? C'est là tout le débat. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé au Mali, comme l'a dit Ablassio Ouedraogo, c'est déjà arrivé. Faisons en sorte que ce soit une opportunité pour ne plus retomber dans une telle crise. Pays, civil ou pas, c'est quoi notre projet? C'est quoi le projet politique pour nos pays? C'est ça toute la réflexion. Moi, parce qu'on est pratiquement à 48 là, je vais me permettre un dernier tour de table. Quand on regarde, il y a des manifestations qui sont annoncées, je pense que c'est 22 janvier, à travers la plupart des pays. Je sais que ça va connaître des fortunes diverses selon, évidemment, les pays. Il y en a où ça pourra peut-être se faire, il y en a où ça sera sûrement assez difficile. Est-ce qu'on peut avoir une CEDEAO qui soit, j'ai dit la CEDEAO de par le haut, qui soit sensible à ce type de sortie-là? Et puis j'ai parlé
parler des futiles, puisqu'on est pratiquement là, ça va vous permettre aussi à chacun de donner son mot. Est-ce qu'on est parti pour une asphyxie qui va durer, ou bien à des raisons qui vont revenir quand même assez tôt, soit à la transition, soit à une CEDEAO qui puisse trouver un juste milieu, parce que ça va, comme dirait l'homme de la rue, cailler pour le Malien. Je vais commencer le tour d'étape par... D'accord, c'est le dernier, oui, va pas être long alors. Vous voulez me faire de la dictature. En fait, je trouve que le débat sur la démocratie est un débat important aujourd'hui. C'est un débat d'actualité. La démocratie qui nous a été imposée, la démocratie que nous avons importée n'a un autre destin que la situation actuelle que nous vivons. Rappelez-vous, les chefs d'État africains ont été convoqués en France par le président Mitterrand pour leur dire, voilà, désormais, pour que nous puissions vous apporter de l'aide, il faut que vous allez vers la démocratie et le multipartisme. Conséquence, on est passé on va dire, du parti unique à une multitude de partis uniques, fondés sur on va dire, des bases subjectives, l'ethnie, la religion, la région. Donc, ce substrat-là ne permet pas de construire une démocratie véritable et viable. Et pourquoi? Parce que la démocratie, si nous reconnaissons que c'est un principe universel, à mon avis, tous les pays doivent avoir la latitude d'aller vers cette démocratie-là en respectant leur propre réalité. La réalité africaine n'est pas la réalité occidentale. On a dit à nos États, voilà la démocratie qui repose sur la vertu, mais le chemin que vous devrez emprunter pour y aller là, c'est un chemin qui respecte donc les codes occidentaux. Le destin, c'est la faillite. Pourquoi? Nous avions notre démocratie qui respectait donc nos réalités africaines, qui respectait donc nos codes sociaux, qui respectait la dignité africaine. Je fais référence encore à la charte de Kourkanfouga de 1236. On avait tout là-dedans, mais finalement les Africains ont abandonné cette charte-là pour aller prendre les chemins de la démocratie avec les Occidentaux, et c'est un chemin qui ne correspond pas aux réalités africaines. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les Africains dans certains pays, ils dénoncent les chefs traditionnels. Ils disent oui, les chefs traditionnels ne doivent pas faire la politique. Oui, c'est vrai, ils ne doivent pas faire. Mais la question qu'on ne se pose pas, entre le politique, le candidat et le chef traditionnel, qui le peuple écoute plus? Le chef traditionnel est-il plus légitime que le candidat qui vient dans un village chaque 5 ans pour demander des votes ou pas? Donc, à mon avis, pour redresser cette démocratie-là, il faut travailler à avoir une démocratie qui respecte nos valeurs, et sans que ce ne soit, on va dire, une démocratie qui est faite sur la base des condiments occidentaux. J'ai dit on ne va pas être long. Voilà. J'en profite pour, au début de l'émission, vous aviez voulu poser la question sur la légitimité des décisions des chefs d'État de l'UEMOA à Accra. Vous avez l'air de dire qu'ils étaient pas... Ça ne gêne absolument pas. Tant que tous les chefs d'État sont d'accord pour se retrouver quelque part, aucun texte ne l'interdit. D'ailleurs, quand il y a des sommets de l'ONU à Addis Abeba ou aux Nations Unies, les chefs d'État des sous-régions se concernent. Donc il n'y a pas de débat dessus. Ce que je veux dire, on est tous émus par les conséquences des décisions, l'impact des décisions. Alors regardez qu'est-ce qui est à l'origine de ces décisions encore une fois. Et je dis, la CEDEAO est un espace très très envié par d'autres. Continuons à travailler à son renforcement. Et pour renforcer donc la CEDEAO, pour qu'elle soit utile à tout le peuple, travaillons à construire la démocratie. Et vous accepterez avec moi que tout le monde reproche aux Maliens d'avoir fait 2 coups d'État, coup sur coup, et on leur demande de revenir sur la droite ligne de la démocratie. C'est là où le débat. Regardons où nous sommes sortis. L'impact là, ça va être réglé. Oui, non. Si ce débat, effectivement, les cas maliens, comme je l'ai dit, ça nous amène à questionner 2 aspects. La question de nos processus démocratiques de façon consensueuse et de façon responsable, et aussi la question aussi du type de l'intégration, de comment renforcer le processus d'intégration que porte la CEDEAO, parce que, comme on l'a dit, de toutes les 5 régions du continent, l'Afrique de l'Ouest est véritablement en avance si c'est question d'intégration. Donc faisons en sorte pour ne pas jeter
le bébé avec l'eau du bien. C'est ce qu'on va retenir à la fin. Merci à vous, Abdoulaye Bari, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et doctorant en sciences politiques. Merci à Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères et président aussi de l'UFASO autrement. Merci en tout cas d'être venu. Et puis merci à Bouraïma Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Merci, Geoffroy. C'est la fin de cette émission spéciale et ce qu'on va souhaiter pour le Mali, c'est le meilleur. Merci.